soir, nous parlerons cet après-midi de politique et notre plateau a une coloration masculine. Vous comprendrez pourquoi. Je vous présente nos invités du jour. Alors, chers tous, bonjour à vous. Bonjour. Alors, comment allez-vous? Nous allons bien. Ça va? Oh, Maroussia, si tu savais combien je suis content de t'avoir à mes côtés aujourd'hui. Je suis contente d'être à Allez, vos top côtés là. aujourd'hui. Alors, de la gauche à la droite, on va commencer par la droite. Avomba Maroussia, tu es avec nous à ta droite, tu es un charmant monsieur. Tu peux le présenter? Mais bien sûr, il s'agit de Monsieur Grévis. Bonsoir Monsieur Grévis. Bonsoir madame. Comment vous allez? Plus ou moins bien. Ça vous aiderait que je vous donne l'honneur de vous présenter à notre émission? J'en suis honoré. Alors, je vous donne l'honneur. Je suis Grévis Ndong Ovono, membre de l'ONG Citoyens et Action. La promotion des valeurs républicaines est le seul mouvement militant qui me passionne et je profite de cette occasion pour saluer naturellement tous les jeunes soldats au service de la République. D'accord, le débat a commencé là, Marvin. C'est bien compris. Alors, à ma gauche, nous avons monsieur Makita Tétis. Bonsoir à vous. Bonsoir Marvin, Alors, vous commencez à être un ami du Forum Ado, là? bien évidemment. On parle de politique aujourd'hui, ça vous va? Très bien. Ça vous va? Oui, ça me va. très C'est bien, certain? ça me va. C'est certain. Alors, à ta gauche, nous avons un monsieur, c'est le premier étudiant du Gabon, monsieur Dev Essanga Aïra. Bonjour à vous. Bonjour messieurs. Alors, vous êtes président de l'UNEG, l'Union nationale des étudiants du Gabon. Oui, c'est bel et bien ça, Union nationale des étudiants du Gabon, président depuis le 13 mai 2017. Je suis d'ailleurs président sortant, d'autant plus que la campagne a été lancée pour une assemblée générale élective qui sera convoquée le samedi 1er juin 2019. Et on se souvient que lors de la candidature, votre organisation était la seule candidature sur le plateau. Oui, disons que d'autres n'ont pas pu s'y présenter, c'est bien ça. Alors, et en parallèle, vous êtes un passionné de l'informatique puisque vous êtes en Master 2 actuellement, option développement informatique. Et de plus, vous êtes un passionné de politique. Oui, je suis un passionné des politiques et d'informatique, de criminologie et des politiques, Ok. pour finir. Donc j'aime bien la politique étant l'art de gestion des affaires de la cité, et moi étant dans la cité, je m'intéresse bien à ce qui se passe Vous autour. avez usé de beaucoup de politique pour arriver à ce poste, non? Euh, Le président de l'UNEG. Oui, je suis passé par des élections, si l'on considère ces choses comme de la politique, oui. Ok, c'est formidable, il n'y a pas eu de magouille, sûr? Non, non, du tout. J'ai toujours gagné mes élections haut la main. Alors donc, pour être inséré en politique, il faut forcément passer par des élections. Pas nécessairement. L'entrée en politique consiste à adhérer à un parti politique, à y militer simplement. Donc ça n'a rien à voir avec une élection. On ne passe pas par une élection pour adhérer à un parti politique, naturellement. D'accord. Alors, nous, on parle de politique aujourd'hui. Si vous pouvez réitérer votre définition de la politique, comment vous l'entendez? Pour moi, la politique, la définition que j'ai de la politique, c'est celle qui est universelle, à savoir la gestion des affaires de la cité. Formidable. Monsieur Makita. Tout d'abord, je dirais que la politique, définir la politique revêt d'une dimension suprême. C'est-à-dire, je ne saurais la définir avec exactitude. Ok. Pourquoi? Parce que les définitions sont bien évidemment les gens. La politique, pour moi, c'est ce qui se rapporte aux affaires publiques. La politique, c'est l'exercice d'un pouvoir au sein d'une société organisée. La politique, c'est la direction de la cité. La politique, c'est une compétition entre deux acteurs. La politique, c'est le gouvernement des citoyens. Mais pour moi, la politique, c'est un art. C'est une gestion de la cité. La politique, c'est une manière de percevoir la société. La politique, c'est le gouvernement des citoyens. Ouais. C'est ce que je note. Monsieur Grévis, non. Je pense que l'on ne va pas réinventer le sens dans lequel tourne l'aiguille d'une montre. La définition de la politique, elle est connue de tous. La politique devrait-je, pour faire parler au conditionnel, au regard des pratiques de certains hommes politiques, des pratiques négatives et machiavéliques, au lieu de dire que la politique, c'est l'art d'être au service de la cité, on constate malheureusement que ce n'est pas forcément cela la politique. Donc on assiste là à une dénaturation de ce qu'est la politique. Mais il faudrait que l'on puisse restituer le sens étymologique de la politique qui est l'art d'être au service de la cité. Quelle Bon. image l'Afrique déjà nous vend de la politique en général? Ok, j'aimerais commencer par un constat. Ok. Les hommes politiques nous montrent un visage négatif de ce qu'est la politique. Ok. La politique est perçue de nos jours comme le lieu privilégié de la trahison, de la corruption, où règnent tous les maux. La politique est devenue aujourd'hui le moyen d'ascension sociale le plus rapide, le plus sûr, alors que la politique n'est pas cela. La politique, c'est quelque chose de noble, c'est l'art d'être au service de la société et la politique devra être le lieu privilégié de la confrontation des idées. Donc,
nous, en tant que jeunes, on devrait balayer d'un revers de la main cette conception négative de la politique et rechercher avant tout le triomphe des idées et non, comme disait François Mitterrand, l'argent sale, l'argent qui corrompt, l'argent qui souille l'âme et parfois du sang des innocents. Donc, les hommes politiques africains, en général, nous montrent un visage négatif de la politique et c'est cet état manifeste qui est à l'origine de plusieurs abstentions lors des élections. Monsieur Dave Esonga, vous êtes de même avis? Oui, je rejoins totalement ce que vient de dire mon confrère. Et pour enchérir, je dirais que la politique en Afrique est caractérisée par, je dirais, la soif de pouvoir, la volonté manifeste de ne pas, je dirais, changer des choses. La politique en Afrique est marquée, sinon c'est manifeste essentiellement par la corruption, parce que nous remarquons que la plupart des hommes politiques pauvres hier, aujourd'hui multimilliardaires, on ne sait comment ça se passe alors que normalement la politique ne devrait pas rendre riche. La politique aujourd'hui chez nous en Afrique, et particulièrement en Afrique centrale, est marquée par le manque de volonté de nos chefs d'État, de nos dirigeants à aller vers un changement. Le changement qui est si prôné, mais qui demeure une utopie de par ce qui est posé comme action par ces messieurs-là. Donc notre politique en Afrique, disons que c'est de la politique politicienne, comme pouvait le dire un ami il n'y a pas longtemps. La politique est caractérisée par la volonté de certains de s'enrichir. Alors, monsieur Dev, si vous me permettez, est-ce que ça vous a déjà traversé l'esprit de briguer un mandat nouveau dans le cadre de ce que vous faites Non, mais normalement, on se veut des personnes en fait qui sont censées apporter le changement. Okay. Donc ceux-là qui vendent la bonne image de la société, ceux-là qui vendent la bonne façon de faire. Donc moi, en tant que président de l'UMEC, je suis arrivé au terme de mon mandat. Je passe la main. Il faut apprendre à passer la main. Ce n'est que maintenant en fait que nous pouvons acquérir de bonnes habitudes. Si maintenant, en tant que président de l'UMEC, je veux m'éterniser là, à vouloir être président à vie des étudiants, alors que je ne suis bientôt plus étudiant, vous voyez que lorsque je serai à d'autres fonctions, j'aurai du mal en fait à faire mieux. Pour citer la Bible qui dit, il faut être fidèle dans les petites choses pour que l'on vous confie des grandes en fait. Et là, on comprend aisément par le comportement de certains, notamment qui refusent de laisser par exemple un poste à la mutuelle, un poste à la coopérative, le fait de vouloir s'approprier même la chose fait en sorte que lorsque plus grand, on aura du mal en fait à se défaire de ces habitudes-là. Une fois les habitudes installées, on ne peut pas s'en défaire. Donc, il serait judicieux, congru que maintenant la jeune génération apprenne à mieux gérer, à mieux se comporter et que les générations après nous suivent cet exemple évidemment. Maroussia, c'était le premier étudiant gabonais. Ah d'accord, moi j'étais vraiment emportée dans son discours, mais J'aimerais plus approfondir les choses et de comprendre. Est-ce que ceux qui sont là et ne veulent pas partir, c'est plus une question de compétence ou justement d'éternité? Parce que vous avez soulevé deux grands points. C'est de dire qu'aujourd'hui, ces personnes, oui, vous n'êtes plus étudiant, oui, vous allez partir et tout, mais est-ce que quelque part, vous ne vous sentez pas être la personne capable justement de développer cette institution? C'est justement cette façon de penser que nous devons bannir. Mais alors là, bannir d'un revers de la main, parce qu'on ne peut pas se dire être la seule personne à même de représenter les étudiants, par exemple. D'autres sont capables de le faire. Comment serions-nous que d'autres sont capables de le faire si on ne leur donne pas l'opportunité, justement? Il faudrait leur donner l'opportunité, justement, de s'exprimer, de montrer ce dont ils sont capables. Et ce n'est que là qu'on saura si les personnes précédentes étaient les mieux habilitées à gérer ces fonctions. Mais quoi que l'on dise, les institutions sont là, elles demeurent, les hommes passent, en fait. Et il faudrait que l'on s'imprègne de ces choses-là, que l'on se dise, les autres aussi sont à même d'apporter quelque chose. Peut-être pas à la même hauteur, mais ils sont à même d'apporter leur part à l'édifice. Donc, vous n'êtes jamais dit, voilà, j'ai fait un premier mandat, j'ai tellement bien travaillé que je sais que si je fais un deuxième mandat, je peux faire mieux que ce que j'ai fait au premier. La petite vie en mangeant. Si je commence par me dire, j'ai fait un premier mandat qui a bien marché et que je m'engage dans un second mandat, j'en ferai de même pour le troisième, cinquième et pourquoi pas pour le énième. C'est ce qui se passe c'est ce qui se passe aujourd'hui en Afrique. Kabila, pour ne pas le citer, c'est ce qu'il a voulu faire. Vous savez, à un moment donné, il faut apprendre à respecter nos statuts, nos règlements. Aujourd'hui, ce sont les statuts de règlement, mais demain, ce sera peut-être la Constitution. Donc, il faudra maintenant, comme je le disais, je ne le dirai jamais assez, il faudra maintenant apprendre des bonnes habitudes, apprendre à laisser la main, apprendre à passer à autre chose, ne pas s'approprier des choses en fait. L'institution n'appartient à personne, les organisations n'appartiennent à personne. Vous savez, pour la petite histoire, j'ai eu à assister à un séminaire au Radisson Blu organisé par
l'Union européenne, l'Institut européen pour la paix, justement, et un monsieur congolais nous disait tantôt, il y a des ONG et des ING. Il y a des organisations non gouvernementales avec des assemblées générales, avec des membres, et des individus non gouvernementaux. C'est-à-dire, c'est un individu qui se présente partout, qui est dans toutes les émissions, qui est dans toutes les chaînes télé. On ne connaît pas son secrétaire général, on ne connaît pas les membres et tout. En fait, depuis même nos associations, depuis nos mouvements, nos organisations, nous devons apprendre à mieux nous comporter. Aujourd'hui, ce que nous reprochons aux hommes politiques, ce que nous reprochons à nos gouvernants, mais beaucoup le font ici-bas en fait. On le fait dans nos associations, il n'y a jamais des assemblées générales, on le fait dans nos partis politiques, même ces partis politiques qui veulent briguer le monde, qui veulent diriger le pays, qui veulent défaire le système en place. Mais dans ces partis politiques-là, on a des présidents qui sont là, vitam aeternam en fait. Il n'y a jamais de renouvellement, il n'y a jamais d'élection. Vous voyez que nous devons déjà nous-mêmes, à notre niveau, apprendre des bonnes habitudes, apprendre à nous en imprégner véritablement afin que ceux que nous critiquons voient peut-être chez nous un exemple, pourquoi pas. Alors Maroussia, c'est de te demander à toi, parce que tu es la seule voix féminine sur le plateau, Bien sûr. quelle est ton appréhension sur la politique en Afrique? Alors, pour ma part, question politique, pour les femmes, aujourd'hui, la politique est une arme de guerre, vous voyez. Okay. La politique, aujourd'hui, quand tu es une femme, quand ça va mal, tu trembles. En politique, aujourd'hui, quand tu es une femme, quand il faut donner ta position, tu trembles. Parce que déjà, la politique est censée nous apporter la sécurité, vous comprenez? C'est des voix, ce sont des personnes qu'on met là parce qu'on cherche justement cette sécurité-là. On cherche cette personne qui va justement parler pour nous. Mais en tant que femme aujourd'hui, je vais peut-être pas te donner une position ferme, mais je dirais que les politiques, on a besoin de plus de sécurité, surtout quand il s'agit d'une femme. Aujourd'hui, la femme s'interroge en politique que pour sa sécurité, que pour savoir que j'ai voté, d'accord, j'ai donné ma position, même si je suis une femme, il faudrait qu'elle impacte justement dans ces politiques. Et c'est un peu le problème aujourd'hui qu'on rencontre. Vous voyez, aujourd'hui, beaucoup de femmes ne se lancent pas en politique justement parce qu'elles n'ont pas cette sécurité-là de se dire que bon, je vais me lancer. Les réalités sont là, vous savez. On est en Afrique. Une femme en Afrique qui se met en politique, c'est un peu risqué. C'est un peu risqué. Et donc aujourd'hui, beaucoup de femmes ne se prononcent pas en politique tout simplement parce qu'elles n'ont pas ces assises-là. Elles ne sentent pas cette sécurité-là de se dire que bon, je suis en Afrique, je peux me lancer en politique, mais bon, à cause des petits rouages et tout, il se pourrait que j'y arrive. Mais malheureusement, elles n'y arrivent pas. Soit parce que déjà les gens n'ont pas confiance, soit parce qu'elles-mêmes, elles n'ont pas cette sécurité-là. Donc c'est un peu ça, Marvin. Monsieur Makita? Bah, il faut dire que moi, j'adhère déjà à cette causalité objective de la façon dont est perçue la politique selon mes frères ici. Okay. Déjà, il faut dire que la politique en Afrique, je la compare souvent à une femme. Une femme qui va se revêtir de son maquillage artificiel pour capter la conscience des individus, pour capter la conscience de certaines populations qui sont dépourvues de la gestion, qui n'ont pas le droit à s'ingérer dans la question de la politique. Donc, une fois ces personnes-là, cette dame va acquérir ses voix, elle va se retirer à la douce, elle va se réjouir d'avoir pu faire accepter cette politique de l'autruche, que je qualifie de politique de l'autruche à la population. Elle va se détourner de toutes ces belles paroles et de toutes ces promesses. C'est pour dire que la politique est mal perçue en Afrique. Pourquoi? Parce que les gens pensent que toutes les personnes qui vont se présenter sont forcément mauvaises. Donc, ils estiment que la politique, c'est un désespoir perdu, c'est une illusion, c'est une cause à laquelle on ne pourra jamais aboutir, alors qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui sont capables de prouver le contraire. Alors, Monsieur Dev, si vous permettez, jeunesse et politique, est-ce que ça va ensemble? Normalement, jeunesse et politique devraient aller ensemble. Pourquoi? Parce que la jeunesse, c'est l'avenir d'un pays. Et en politique, en toute chose, il y a un présent et un avenir. Okay. Donc, il serait judicieux que la jeunesse, en fait, soit aux côtés des aînés pour apprendre. Vraiment pour apprendre. Ils sont là pour apprendre, pour se faire former. Non pas pour directement prendre les places qui sont celles des anciens, mais au moins pour apprendre. De sorte que lorsque la vieille génération ne sera plus à même d'exercer certaines fonctions, que les jeunes qui viendront soient préparés en fait, qu'ils soient aptes à occuper ces fonctions-là. Sinon, ça sert à quoi de prendre un enfant, le mettre à la maison,
sans toutefois donner des cours et demander à la fin qu'il vienne passer le baccalauréat. Mais il va l'échouer brillamment en fait, il va l'échouer brillamment. Il en est de même partout, même en politique, il faut apprendre, il faut un certain apprentissage pour à la fin, c'est vrai que l'apprentissage en lui-même ne suffit pas à faire des bons politiciens, mais c'est déjà la base, c'est déjà la base. Après, on peut faire des bonnes choses avec une certaine volonté politique, avec une certaine fidélité à ses convictions, parce que c'est véritablement là aussi le problème. Il faut que les jeunes apprennent à se forger des convictions politiques, qu'ils aient une culture même de la politique. Que pour la plupart, aujourd'hui le malheur, notre malheur, c'est celui, le malheur de la jeunesse, c'est celui-là. C'est que la jeunesse va en politique pour un 5 000 francs, pour un 10 000 francs, en tout cas pour obtenir derrière une certaine... Est-ce que, si vous permettez, ce transfert transgénérationnel dont vous parlez est cordialement assuré? Aujourd'hui au Gabon, oui, par exemple. Aujourd'hui au Gabon, malheureusement, ce n'est pas le cas malheureusement, parce que lorsqu'on gagne dans les grandes formations politiques, vous avez assisté aux dernières élections législatives. Combien de jeunes ont été présentés dans les partis phares? Combien étaient tête de liste? Même pour la plupart, pour certains jeunes qui sont même qui occupent des fonctions au sein de ces grands partis-là, combien ont été présentés? Pour la plupart, ils n'étaient même pas tête de liste au municipal. Donc vous voyez combien le jeune est mis à l'écart en ce qui concerne la vie politique ici au Gabon en particulier. Est-ce que vous avez dit quelque chose qui m'intéresse, c'est de dire que le jeune est mis à l'écart. On a beaucoup d'exemples comme ça où on a donné justement à cette jeunesse des responsabilités sur le point de vue politique. Mais moi, je ne vois pas d'impact. Je ne vois pas justement, ne prenons même pas d'exemple, hein, c'est sur un point de vue général. Dites-moi, un seul jeune qui a impacté en politique son environnement et a su développer justement et de dire aux autres, tenez, je suis passé par là. Et moi, je vous tends la perche pour que vous, quelque part, me remplaciez. Il n'est pas sans intérêt de rappeler que la jeunesse est l'étape de la vie où l'on se forge une personnalité, où l'on fait des choix décisifs pour soi, sa famille et surtout pour son pays. Je ne cesserai jamais de le dire. La jeunesse doit être actrice de son épanouissement, le chantre du développement de sa nation et la prophétesse de la modernité de son temps. Donc il est de notre devoir, d'être des instruments de restauration et de guérison de notre pays. Je pose une question fondamentale, mais j'aimerais à toute fin utile vous rappeler que faire de la politique ne se limite pas qu'à une poignarde électorale. Je peux citer Charlie Tchatch, qui fait de la politique en œuvrant pour que la gente féminine puisse véritablement s'exprimer. Ça, se faire de la politique, et Charlie Tchatch influence positivement. Donc, dire que les jeunes ont eu des responsabilités et ils n'ont pas véritablement assumé, je m'inscris un tout petit peu en faux. Vous saviez, la jeunesse dégage d'énergie, permettez-moi cette expression. Faire de la politique consiste à être au service de la société. Mais pour être au service de la société, il faut être doté d'une énergie débordante. Donc il est de notre devoir de mettre notre vigueur, notre force, notre énergie au service de la société. Après, moi, je vais prendre un exemple simple, hein, celui de Thomas Sankara, qui était avec son meilleur ami, on va dire, et son on va dire, je sais pas, Blaise Compaoré, n'est-ce pas? Ils étaient amis, ils étaient deux jeunes. Dans ce sens-là, est-ce que vous voyez un peu? Est-ce que c'est pas de dire quelque part que lorsque des jeunes se retrouvent quelque part et ont la gestion de quelque chose, justement, d'établir quelque chose pour la cité, est-ce qu'il n'y a pas cette cupidité juvénile-là qui naît quelque part? Et de se dire que oui, bon, lui il peut faire ça, pourquoi moi je ne peux pas? Lui il peut faire ça. Est-ce que quelque part, entre jeunes nous-mêmes, on ne s'étouffe pas justement pour ne pas aboutir quelque part à ça? Mais je pense que c'est pas tant une mauvaise chose. Ma mère a pour habitude de me dire que lorsque tu vois ton frère faire quelque chose, dis-toi également que tu peux le faire. Et c'est cet esprit de concurrence aussi qui est bien aussi. Ce n'est pas tant une mauvaise chose, mais c'est l'esprit de trahison qui peut, entre griffes, porter atteinte à cette concurrence positive. Je pense que cet état manifeste ne se retrouve pas que chez les jeunes, mais également chez les vieux. Donc c'est un esprit que l'on retrouve un peu partout. Bien sûr. Bon, je voulais renchérir à ceux qui disaient grévistes tout à l'heure. Vous savez, c'est vrai, les jeunes sont souvent exclus comme candidats potentiels à des postes politiques. Pourquoi? Parce que les gens pensent que les jeunes ne sont pas suffisamment matures ou qu'ils n'ont pas suffisamment d'expérience pour apporter leur pierre à la construction de l'édifice. Mais moi, je dirais le contraire. Je dirais que les jeunes ont beaucoup de dynamisme, les jeunes ont beaucoup de connaissances. Parce que les jeunes ne veulent plus rester des simples spectateurs, mais des acteurs de la scène politique. Les hommes politiques devraient prendre conscience en donnant une chance à ces jeunes-là
de pouvoir s'affirmer et de pouvoir également être des acteurs de la politique. C'est pourquoi dans l'ONU, dans ses récentes statistiques, avait montré que les jeunes ne sont pas trop impliqués dans les questions de la cité. Mais ce n'est pas par intention, c'est parce que les jeunes sont influencés par certaines personnalités politiques qui veulent y demeurer jusqu'à la fin de leur vie. Et l'ONU a montré, au travers de ces recherches, qu'entre la période 2014 à 2017, l'ONU a voulu que le programme des Nations Unies pour le développement puisse mettre en application son plan d'action jeunesse qui avait été prévu pour la période 2013. Tout ça, c'était pour engager davantage les jeunes dans la question de développement. Alors, M. Makita, pourquoi entrer en politique? Pourquoi rentrer en politique? Je pense qu'il y a beaucoup de causes, beaucoup de facteurs qui peuvent expliquer cela. On entre en politique, c'est parce qu'on a constaté certaines inégalités sociales. On entre en politique, c'est parce qu'on a constaté un retard au développement. On rentre en politique, c'est pour réorganiser la société. C'est pour apporter de nouvelles stratégies de gestion de la chose politique, parce que la population ne se retrouve plus. C'est le cas de l'Algérie. Vous allez voir que la population s'est fortement mobilisée. Elle s'est mobilisée pour combattre un système politique qui ne pouvait plus répondre à ses attentes. Et c'est une population extrêmement jeune. Jeune. Monsieur Dave Makita, on vous écoute. Monsieur Dave Dave et Sanga, excusez-moi. C'est bien ça. Pourquoi rentrer en politique? Vous savez, au Gabon, est constitué quasiment de près de 55% de la jeunesse. Donc la population gabonaise en matière de démographie est constituée de 55% de la jeunesse. Ces jeunes-là sont malheureusement peu représentés dans les sphères politiques. C'est quoi la conséquence? La conséquence, c'est que derrière, les décisions qui sont prises, sinon les décisions qui sont prises, les lois qui sont prises en fait ne sont pas en fait pour le bien-être de la jeunesse. Les décisions sont prises par des personnes qui ne sont pas jeunes, donc naturellement elles pensent à elles-mêmes avant de penser à la jeunesse. Donc pourquoi est-ce qu'un jeune devrait s'engager en politique? Les jeunes devraient s'engager en politique, pour défendre leurs intérêts, parce que ce n'est qu'en étant dans ces sphères-là qu'ils peuvent influencer la mise en place des politiques publiques en fait, que les politiques publiques prennent en considération la jeunesse. Pour ne prendre que le cas du Gabon, depuis quasiment 2017, mais toutes les lois qui sont prises, tous les arrêtés, tous les décrets qui sont pris vont dans le sens de pénaliser même la jeunesse. Je citerai ici, pour prendre le cas du Gabon, le gel de recrutement. Le gel de recrutement de la fonction publique pendant quasiment 3 ans. Que font les jeunes qui ont fini, par exemple, depuis 2017? Ils seront sans emploi et ils seront facilement manipulables, peut-être parce que n'ayant pas de revenus pour prendre soin d'eux naturellement. Pourquoi les jeunes doivent entrer en politique? Naturellement, pour faire valoir leur capacité, cette capacité qu'a la jeunesse, en fait, cette force due à son avantage démographique en fait. On doit faire valoir ça. On va dire c'est une force stratégique que les jeunes peuvent exploiter à de meilleures fins, peut-être pour influencer naturellement la mise en place de ces politiques publiques. Pour finir, pourquoi est-ce que les jeunes doivent entrer en politique? Les jeunes ont des convictions, les jeunes ont des idées. Ils ont forcément des idéologies à défendre. Et comment les défendre si ce n'est en se lançant dans la sphère politique, en s'engageant dans des partis politiques qui sont en harmonie naturellement avec ces convictions que l'on défend, et pour enfin se faire entendre et partager avec le plus grand nombre ces convictions. Je pense que mon prédécesseur a suffisamment été éloquent. Je dirais mes prédécesseurs ont suffisamment été éloquents. On entre en politique simplement pour défendre l'intérêt général en partageant ses valeurs, ses convictions et son sens de l'éthique. Mon frère me disait toujours, je fais de la politique pour agir et non pour subir. Donc on est obligé d'être ces instruments de restauration du pays, essayer d'être le changement que l'on souhaite voir au sommet de l'État. Donc il est de notre devoir de faire de la politique, d'entrer en politique. Pour cela, comme il a si bien souligné, les jeunes doivent investir les partis politiques. Vous savez, les partis politiques, c'est le sens de la confrontation des idées. C'est là-bas que l'on décide du devenir de l'humanité. Donc entrer en politique est une obligation pour tout citoyen. C'est le docteur Jean-Delors Biogué qui a pour habitude de dire que chaque citoyen devrait savoir qu'il a une dette, celle du service à rendre à la nation. Donc, c'est une obligation en tant que citoyen d'entrer en politique. Alors, M. Ndonvono-Grévis, vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes membre actif d'une organisation que vous avez appelée Citoyen Action. Est-ce qu'en 2016, vous avez voté?
Bien évidemment, j'ai voté. Vous saviez, voter, c'est décider, c'est choisir, c'est participer à la transformation politique de notre pays. J'ai voté. Je n'ai même pas que voté. J'ai sécurisé mon vote. Il est vrai, et là je le dis avec beaucoup de courage, que les élections présidentielles au Gabon et en Afrique ne sont pas souvent ce que la population attend. Il faut le dire avec beaucoup de courage, sans faire de la politique politicienne. Je suis allé voter dans un esprit d'alternance. C'est déjà vous dire le choix que j'ai eu à faire. Je suis allé voter dans un esprit de citoyenneté, dans un esprit de devoir. Sans préjuger que votre vote ne serait pas pris en compte, non? Vous saviez, avant d'abord de nourrir ce genre de préjugés, il faudrait d'abord poser l'acte. J'ai posé l'acte, j'ai voté, j'ai sécurisé mon vote comme la plupart des Gabonais, mais on s'est rendu compte, il faut le dire, que les résultats attendus ne sont pas ceux que la Cour constitutionnelle a lus. Ça, c'est un secret pour personne, du moins c'est un secret de Polichinelle, et j'assume. En même temps, chacun a voté dans le secret, M. Krébis. Chacun a voté dans le secret. Mais permettez-moi de vous dire que conformément, si ma mémoire ne m'est pas infidèle, à l'article 104 du Code électoral, le dépouillement est public. Ceci se faisant publiquement, tous les Gabonais se sont aperçus des vrais résultats sortis des urnes, monsieur. Moi, j'ai compris ce que Krébis a dit, d'accord. Mais Maroussia, est-ce que toi-même tu as voté d'abord en 2016, Maroussia? Alors, ça reste une position personnelle. Donc, je ne vais pas m'énoncer sur le sujet. Mais effectivement, le devoir de tout citoyen, c'est de voter. C'est même pas... C'est une obligation, on va dire, à la nation. Parce que la nation nous offre beaucoup. Elle nous offre énormément. Et on a le devoir de le faire. Mais on a cette citation qui dit « On sait qui part, mais on ne sait pas qui vient, excusez-moi. » L'exemple du Bénin aujourd'hui. Est-ce que pour vous, cette situation où la population vote et le vote est justement accepté par la Constitution n'est pas quelque part, je ne saurais comment l'énoncer. Je me reprends par une autre citation. Oui. Il y a une autre qui dit que je ne peux être négatif tant que je ne sais ce que demain me réserve. Vous saviez, mon confrère a dit quelque chose de fondamental. On doit arrêter de penser qu'aucune personne ne peut nous remplacer. Aucune personne ne peut mieux faire à notre place. Donc, voyons d'abord ce que la personne est capable de faire et on verra on pourra maintenant établir un constat. Aujourd'hui, le Burundi est justement l'exemple de ce vote inaccepté aujourd'hui, avec des réformes drastiques contre les populations. Aujourd'hui, on n'entend presque plus parler des Burundais. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Qu'aujourd'hui, en fait, si les jeunes ne se lancent pas en politique, c'est pas seulement parce que, voilà, on ne les accompagne pas. Mais c'est aujourd'hui, la politique en Afrique relève de la frayeur. Vous comprenez? Non. En toute chose, il y a des risques, hein, naturellement. Mais pourquoi est-ce que le jeune ne s'engagerait pas parce que, ayant peur de X ou Y éléments? Je pense que, pour ma part, lorsqu'on a vraiment des convictions, on sait ce qu'on veut, on sait où l'on va, naturellement, on monte à bord et on fait tout pour que son bateau arrive à bon port. D'aucuns me diront au Gabon, la politique, il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire. Laissons-le faire, comme on le dit si bien dans notre langage courant. On va encore faire comment? Non, je ne suis pas de ceux-là qui disent on va encore faire comment. Je suis de ceux qui pensent qu'il y a moyen de faire quelque chose. Mais l'idéal, c'est vrai que moi, déjà, je me dis que ma voix compte, ma position compte, ma prise de position compte naturellement. Donc si tout le monde commence à penser ainsi, à se dire c'est vrai que mon vote n'a pas été respecté, c'est vrai que j'ai voté utile plutôt que de voter par rapport à mes convictions, c'est vrai que les candidats n'ont pas été représentatifs, c'est vrai. Il y a tellement d'arguments à évoquer pour ne pas s'engager en politique. Mais la réalité est que quoi qu'on fasse, on fait le choix, soit l'on subit, soit l'on agit essentiellement. Parce que tout ce qui concerne la cité aujourd'hui, tout, que ce soit l'attribution des bourses, que ce soit les emplois, la fonction publique, quasiment tout est géré par le politique. Alors, quoi que l'on dise, que l'on vote ou que l'on ne vote pas, ce qui sera pris comme décision, mais nous sera appliqué essentiellement. Donc, à nous d'agir. Aujourd'hui, par exemple, excusez-moi, je vais juste finir là-dessus. En France, par exemple, regardez ce qui se passe aujourd'hui en France avec les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes ont compris que toutes les politiques du président Macron, en fait,
profiter plus aux riches qu'aux pauvres et à la classe moyenne. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé de se manifester. Mais je vous assure que le simple fait pour eux de se mettre dans la rue chaque samedi a amené, en fait, à bousculer Macron, a amené Macron à consulter les populations, à revoir certaines lois. C'est dire combien la force de l'action collective peut impacter même les Alors là, tout de suite, une parenthèse, si vous me permettez, puisque vous êtes toujours président de l'UNEG. Les étudiants et l'ensemble des élèves actuellement qui se sont soulevés, dernièrement on l'a vu, par rapport à ces réformes sur l'attribution de bourses. On ne vous a pas écouté, Monsieur le Président? Si, je me suis prononcé. D'ailleurs, j'ai pris part à un débat télévisé aux côtés des ministres. En fait, j'ai clairement donné ma position et là, devant les ministres indiqués, nous étions contre cette mesure et nous sommes toujours contre cette mesure. Pour nous, ce sont des mesures iniques en fait qui ne profitent pas véritablement à l'étudiant parce que c'est le bachelier, donc quasiment l'étudiant gabonais. Aujourd'hui, dans quelles conditions apprennent les élèves? Ils sont quasiment 4-6 par table de banc. Mais comment, dans ces conditions-là, exiger 12 à quelqu'un? Commencer par mettre des conditions. Ils ont évoqué les États généraux de 2010 qui ont produit la loi 21/2011 du 12 février 2012. Mais quelle est cette loi? Cette loi demande de mettre en place des préalables, des prérequis avant toute modification du décret 404, décret qui régit l'attribution des bourses au Gabon. Mais cela n'a pas été respecté. La loi dit que depuis le primaire, normalement, l'enfant doit être réorienté s'il présente des difficultés. Donc, l'envoyer déjà vers des formations spécifiques, sinon adaptées à ses aptitudes, ce qui n'est pas fait. Donc, comment sauter toutes ces étapes-là et venir un bonjour dire à partir de la terminale, écoutez, vous n'aurez pas la bourse. Non, en fait, c'est comme laisser l'enfant à la maison, c'est désengager totalement et venir, quand il aura 18 ans, demander à quel niveau de bac il faut bien que tu me le produises au bac. Mais un enfant qu'on a négligé, qu'on n'a pas accompagné tout au long de son cursus. Donc, c'est montrer combien l'État est peu enclin à honorer ses engagements, à se montrer, je dirais même, responsable. Nous sommes là en face d'un État voyou. Monsieur le Président, c'était une parenthèse et on l'a refermée. Monsieur Makita, 2016, vous avez voté, vous? Moi aussi, j'étairais la chose. Je crois que c'est personnel. Hein. Ok. Dire que je voulais juste renchérir à ce que disait le président tout à l'heure. Je condamne l'attitude de certains jeunes leaders gabonais sur les réseaux sociaux qui ont parlé de performance, promouvoir la performance. Quelle performance? Monsieur Makita, c'était une performance. C'était une parenthèse, qu'est-ce que je dis? Voilà. On vous écoute, allez-y. Voilà, quelle performance? Pourquoi? Parce que lorsqu'on essaie de regarder l'environnement, on va constater qu'il était quasiment impossible pour un jeune Gabonais qui se lève tous les matins à 6 h du matin pour commencer la marche, pour aller à l'école, qui parfois n'arrive pas à manger la nuit chez lui, qui, quand il arrive dans son lycée, il fait face à l'insécurité. Il est dans une salle de classe de près de 120 élèves. C'était vraiment trop demandé. Je pense qu'il a fallu que l'État agisse ainsi, mais je crois que l'État devrait complètement supprimer cette mesure. Car tous ces hommes politiques qui parlent aujourd'hui, tous ces jeunes leaders qui parlent aujourd'hui, ils ont bénéficié de cette grâce. Pour moi, la bourse, c'est une manière pour l'État de redistribuer les richesses du pays. Oui. Donc je pense que tout le monde devrait en profiter. Regardons cet élément et on revient tout de suite. Vous m'avez demandé de vous parler de la politique en Afrique. Alors là, c'est un sujet tellement vaste que je crois que même un livre ne suffirait pas pour pouvoir tout dire. Alors, ce que je voudrais vous dire simplement, c'est que le but de la politique, faire de la politique, c'est s'occuper des affaires de la cité, les affaires du pays, du quartier, de la région, de la province. Et je vais parler peut-être à l'échelle du pays. Lorsqu'on fait de la politique dans un pays, le but, c'est de faire en sorte que toutes les populations aient leurs besoins pourvus. Le but est de moderniser ce pays et de le rendre compétitif sur la scène internationale. Parce que nous sommes dans un contexte de concurrence, de compétition entre les nations par rapport aux ressources, par rapport au fait d'engranger des richesses. Alors, comment ça marche ? Dans un pays, il y a des ressources. Donc, le pays vend des richesses qui appartiennent à toute la population. Et lorsque cet argent arrive, cet argent doit être redistribué, pas sous forme d'enveloppe, mais il doit être redistribué par la mise à disposition de services sociaux qui permettent aux populations de vivre décemment, de vivre aisément. Donc, lorsqu'on vend, par exemple, dans un pays, le pétrole, le bois, le manganèse ou l'uranium ou tout ce qu'on veut, l'argent qui rentre doit servir en retour à construire des écoles, des hôpitaux, des logements, des routes, des ponts, à faire en sorte que les populations aient accès au numérique, parce que le numérique, aujourd'hui, ça devient un besoin, ce n'est plus
c'est plus un accessoire, c'est un besoin aujourd'hui d'avoir accès au numérique. Donc, l'argent du pays doit servir à améliorer les conditions de vie des populations. Et cet argent doit servir aussi au pays à se positionner de façon stratégique par rapport aux autres pays pour continuer à engranger des richesses. Malheureusement, on se rend compte que dans bon nombre de pays africains, notamment les pays d'Afrique francophone en général, la politique n'a pas été faite dans ce sens. Je ne rentrerai pas dans l'histoire depuis la colonisation, mais on se rend compte qu'aujourd'hui, on a bon nombre de régimes politiques qui sont dirigés par des personnes qui s'enrichissent toutes seules avec une minorité au détriment de la grande majorité de la population qui, elle, demeure dans la pauvreté, dans une pauvreté extrême. Tout ça en muselant cette population pour qu'elle ne vienne même pas réclamer ce qui lui est dû. Et donc ça, cette façon de faire de la politique, c'est de la mauvaise politique. Alors on parle des dictatures parce que c'est une minorité de personnes qui dirigent, qui s'imposent au pouvoir par la force et qui pillent toutes les richesses, qui s'accaparent toutes les richesses du pays. Mais il n'y a pas que ça en Afrique. Il y a aussi en Afrique des pays qui sont gérés correctement, d'accord, où la politique est faite comme elle devrait se faire. C'est le cas par exemple du Botswana, un pays réputé comme exempt de corruption, où les richesses du pays sont équitablement réparties entre la population. On peut citer l'exemple du Ghana aussi, qui aujourd'hui s'en sort sur le plan économique. Le président du Ghana, Nana Akufo-Addo, a d'ailleurs dit qu'ils n'ont plus besoin du Fonds monétaire international pour les accompagner, puisque le FMI, quand il vient pour redresser des économies qui sont malades. Donc eux, leur économie se porte tellement bien qu'ils n'ont plus besoin du FMI. On a l'exemple du Rwanda, même si on a des choses qu'on pourrait reprocher à juste titre à M. Paul Kagame, mais on voit qu'en 25 ans, depuis le génocide de 1994 jusqu'à maintenant, le Rwanda s'est correctement relevé. Aujourd'hui, le Rwanda est l'un des pays les plus prospères en Afrique, Kigali étant d'ailleurs reconnu comme la ville la plus propre d'Afrique. Donc, faire de la politique, c'est cela, c'est s'occuper d'un pays pour que les populations vivent le mieux possible avec les conditions qui sont créées dans le pays. Alors, vous me demandez aussi de vous parler de la jeunesse dans la politique, la place de la jeunesse dans la politique. Écoutez, ce que j'ai décrit plus tôt, le fait qu'on ait affaire à des politiciens véreux qui s'accaparent du pouvoir, qui s'accaparent de toutes les richesses, qui sont des adeptes de la pensée unique, qui veulent amener tout le monde à les adouber, a fait en sorte que soit les jeunes s'engagent en politique, mais s'engagent dans la mauvaise politique, ils viennent faire ce qu'on appelle être simplement des porteurs de valises, ils viennent pour perpétuer des systèmes qui ont déjà montré leurs limites et qui ont nui au pays, et on a des systèmes qui se renouvellent de génération en génération. C'est par exemple le cas du Gabon, où on peut voir par exemple que ceux qui sont au gouvernement aujourd'hui sont les enfants de ceux qui y étaient hier ou qui y sont même encore, mais que cette nouvelle génération a une gestion encore plus calamiteuse que celle de leur père, et ça c'est dommage. Et soit on a une autre frange de la jeunesse qui part du principe que la politique est tellement pourrie qu'il vaut mieux ne pas s'en mêler, alors ils restent dans leur coin. Mais comme je l'ai écrit dans mon livre Gabon, pourquoi j'accuse, si vous ne faites pas la politique vous faites tout de même parce que c'est elle qui décide des conditions dans lesquelles vous vivez. Donc il est important aujourd'hui que la jeunesse comprenne que son avenir se joue par les décisions politiques et donc il faut qu'elle s'y engage. Peut-être pas en décidant de faire de la politique une profession, mais déjà en s'intéressant au moins à ce qui se fait, aux élections, aux lois, aux mesures qui sont prises parce que ces mesures vont vous impacter. Le prix du carburant est décidé par les politiques, le prix du pain, tout ce qui se passe dans le pays est géré par la politique. Donc décider de ne pas s'engager, décider de ne pas regarder ce qui se fait par les politiques et en politique, c'est en fait décider simplement de subir les choses, alors qu'il ne s'agit pas de subir, il s'agit d'être acteur de sa destinée. Pour être acteur de sa destinée, il faut pouvoir s'engager en politique, il faut pouvoir regarder, et c'est ça aussi être citoyen. Un citoyen, il a des droits, il a des devoirs, et parmi ces devoirs-là, il a celui de s'impliquer dans la vie de sa cité, dans la vie de son pays. Alors j'exhorte les jeunes à être des citoyens à part entière, qui ont des droits, donc d'exercer leurs droits citoyens, qui est celui entre autres de choisir et de démettre les dirigeants, de regarder ce qui se fait. Ils doivent demander des comptes sur la gestion des richesses de leur pays, sur la répartition des ressources. Ils doivent pouvoir demander des comptes et ils ont aussi des droits. Ils ont droit à une éducation de qualité, ils ont droit à des services de santé de qualité, à des logements de qualité, ils ont droit à l'autosuffisance alimentaire, ils ont le droit d'avoir Internet, de circuler sur des routes en très bon état. Alors nous sommes de retour, Monsieur Dev, si vous permettez, nous sommes tombés sur une assertion que nous souhaitons partager avec vous.
Alors, elle dit ceci. Le discours politique est destiné à donner au mensonge l'accent de la vérité, à rendre le meurtre respectable et à donner l'apparence de la solidarité à un simple courant d'air. Je réitère ou c'est passé? Non, j'entends bien. Vous savez, si mentir, c'est savoir qu'une chose est fausse et la dire vraie, détenir certaines informations et refuser catégoriquement de les donner, dans ce sens-là, tout le monde ment. Mais pourquoi est-ce que le mensonge de l'homme politique est... Pourquoi l'on met un accent particulier sur le mensonge de l'homme politique? C'est simplement parce que les politiques sont sous les projecteurs, déjà. Et l'homme politique, par essence, ici, chez nous en Afrique, je pèse mes mots, chez nous ici en Afrique, est peu enclin à honorer ses engagements de campagne. Il est vraiment peu enclin à le faire. L'homme politique aujourd'hui est capable de venir dire dans 5 ans, il y aura 5000 logements. Et venir après 7 ans plus tard, vous dire ben on a quand même réussi à construire 200, alors qu'en réalité, il n'y en a peut-être que 50. Mais en fait, c'est cette faculté de mentir avec assurance, sachant que ton interlocuteur te sait menteur, c'est que l'information que tu véhicules est fausse, mais combien même tout cela est perçu de tous, la personne le dit avec conviction et assurance. Donc c'est là où le politique, je précise bien, ici, en Afrique chez nous, est un véritable menteur. Menteur, pourquoi? Parce qu'il ment avec conviction, avec assurance, sans toutefois se soucier de ce que la population en pense. Donc, faire 10 promesses de campagne, n'en réaliser aucune, c'est ça le mensonge. Le politique aujourd'hui est à même d'habiller, je vais dire, tous ces crimes. Nous avons ici au Gabon des personnes très corrompues, mais alors là, extrêmement corrompues. Mais là, on nous fait croire que la personne n'a pas volé, elle a eu à mettre en place telle action. Aujourd'hui, le Gabon est rempli d'éléphants blancs. Nous en avons combien? Combien de fonds détournés? Combien de faux projets? Mais comment est-ce que ces projets nous sont présentés par les politiques lorsqu'il s'agit de faire leur bilan? Grande a été ma surprise de voir certaines personnes venir vanter certains mérites dans les élections présidentielles de 2016. Sachant que les choses étaient bien évidemment fausses. On a eu à faire telle réalisation, on a eu à faire ceci, faire cela. Toutes ces choses-là n'ont pas été réalisées, mais elles ont été vendues comme étant les plus belles réalisations du monde. Vous voyez combien l'homme politique peut ternir en fait l'image même de la politique de façon générale. Pour finir, aujourd'hui vous avez un monsieur comme Donald Trump, président des États-Unis d'Amérique, mais l'homme se bat pour réaliser ses promesses de campagne. Aujourd'hui il se bat contre le Congrès, contre même certains membres du Parti républicain, afin de réaliser ces promesses de campagne. Quelles sont ces promesses de campagne? Le monsieur, il a juré nationalisme, American First. Mais aujourd'hui, il se bat pour cela. Il se bat pour rapatrier les entreprises américaines. Il se bat aujourd'hui pour augmenter les taxes douanières sur certains produits, afin que les produits américains aient la priorité sur le marché. C'est dire combien le contraste est grand. Il est grand, sinon il est vaste, le chemin, c'est un véritable fossé entre ces dirigeants qui prennent la peine de réaliser leurs promesses de campagne et les nôtres qui ont pour ambition première de se maintenir au pouvoir sans toutefois réaliser leurs promesses. Vous savez, j'ai une position, je la dis souvent avec un ami. Si en Afrique, nos chefs d'État agissaient bien, nous n'aurions aucun problème avec leur volonté de s'éterniser au pouvoir. Alors, M. Dess, si vous permettez, on va terminer par ça. C'est une parenthèse que je referme. Vous répondez par un oui ou un non, sans justification. En votre qualité de premier étudiant gabonais, est-ce qu'il vous est arrivé de mentir à toute cette jeunesse? Jusque-là, non. Ok, on a bien compris, M. Makida. Merci. Bon, pour répondre à cette question, je vais prendre un texte que j'ai parcouru quand j'étais en classe de 3e. Ok. Le texte s'intitulait « Politics and Money ». La politique et l'argent. Cela vient à dire que les hommes politiques, lorsqu'ils veulent atteindre leurs objectifs, vont présenter des billets, vont présenter des vivres, vont présenter des louanges et des belles paroles à la population. Ce qui fera en fait que marquer la chose politique et donner une dimension crédible à la politique. Une dimension crédible, une crédibilité qui passera tant par la comédie que par la justice. Mais tout cela est dû aussi à cette population-là parce que
autant d'élections se sont déroulées, autant de promesses ont été faites, mais les mêmes populations acceptent ces mêmes politiques. Donc je me dis que la population n'a toujours pas pris cette posture qu'elle était censée prendre. Pourquoi ? Parce qu'elle accepte toujours les mêmes choses. Elle veut se suffire à un seul jour, alors qu'on est censé construire un lendemain meilleur. Donc, les politiciens mettent en place des politiques qu'eux-mêmes n'arrivent pas à exécuter. C'est pour dire que les jeunes, que la société tout entière reste non seulement spectateurs, mais acteurs en acceptant ces offres. Voilà, simplement. Alors moi, je vais prendre la parole en vous donnant cette citation, une récitation que j'ai apprise au primaire, c'est Le corbeau et le renard. La citation dit « Cher monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. » Jusqu'à ce que j'arrive à l'université, je n'avais pas compris. Mais pour moi, cette citation résume la politique. Vous comprenez ? C'est tout ce que j'avais à dire. Je pense que là, nous avons une conception négative de ce qu'est le discours politique. Vous saviez, ils ont été suffisamment véridiques et courageux. J'aimerais, avant d'entrer dans le vif du sujet, dire que l'on ne communique pas d'abord ce que l'on sait. On communique d'abord ce que l'on est. Donc si nous sommes des menteurs, eh bien, notre discours sera faux. Si nous sommes des personnes fausses, eh bien, le discours également sera faux. Le discours politique, pour moi, c'est autre chose. C'est quelque chose de plus noble. Vous savez, j'ai pour habitude de dire qu'au commencement était un discours politique. Était la parole. La parole, c'est quelque chose de sacré. Je veux faire ça. Eh bien, c'est faisable. Il est vrai que certains hommes politiques tendent à jeter, on va dire quoi, à montrer un visage négatif de ce que le discours politique. Mais il y en a d'autres également dans ce pays et même ailleurs qui ont tenu des discours hautement politiques et nobles. Je voudrais citer Feu Omar Bongo lors de son 40e anniversaire lors de son accession à la magistrature suprême, 40e anniversaire. Il disait, et je le cite, « Je ne crois pas que vos générations qui allaient prendre le relais y arriveraient tant que la course vers l'enrichissement illicite est si forte. » Donc ce sont des discours forts. Nous avons aux États-Unis, à Yavudrum, nous avons Thomas Sankara qui a tenu des discours forts. Donc il ne serait pas bien que l'on se focalise sur le mauvais comportement de certains pour généraliser. Le discours politique est tenu aujourd'hui. Il y a des véritables discours politiques. Il y a des personnes qui tiennent des discours dans lesquels la jeunesse se retrouve, des discours qui défendent les intérêts de la jeunesse et qui œuvrent pour le développement durable. Monsieur Nton, Ovono Grévis, l'engagement des jeunes africains dans la politique, conviction ou soumission? Bon, je pense que c'est une question extrêmement pertinente et pour y répondre, il faudrait que l'on analyse les types de jeunes. Est-ce un jeune issu de la société civile? Est-ce un jeune militant au sein d'un parti politique? En ce qui concerne les seconds, les jeunes militants au sein des partis politiques sont le plus souvent comparables à des soldats. Ils agissent et réfléchissent après. On se rend compte dans notre pays que certains jeunes, lorsque l'on parlait tout à l'heure de nouveaux critères d'attribution de bourse, j'ai eu à échanger avec certains jeunes militants au sein des partis politiques. Je leur ai demandé, mais qu'est-ce que vous pensez de cette mesure? Et à eux de me dire, la base s'est déjà exprimée. Je ne peux que me soumettre de peur d'être châtié. Donc là, on montre déjà une soumission idéologique au sein des partis politiques. Secondo, il y a le fait que la jeunesse soit clochardisée. Je le dis bien, la jeunesse soit clochardisée. Il n'y a pas d'emploi. Donc cette clochardisation de la jeunesse fait place à un militantisme alimentaire. Vous connaissez cette citation, on ne crache pas dans la main qui nous donne à manger. Donc on est obligé de se soumettre. Mais également, il y a une autre catégorie de la jeunesse, peut-être pas tous, issus de la société civile, qui s'engagent avec beaucoup de conviction, avec beaucoup de joie, de fierté, et qui œuvrent véritablement pour l'intérêt général.
Alors moi, j'ai un petit exemple comme ça. Marvin, tu vois le phénomène d'insécurité justement qui mine aujourd'hui la société. Ok. Je suis allée auprès de cette jeunesse et j'ai posé la question, quelle serait selon vous la position des pouvoirs publics face à ce problème d'insécurité qui prend de plus en plus d'ampleur? Je voulais juste l'avis des jeunes. Et laissez-moi vous dire que je n'ai eu que 2 avis. Dans une université où on compte à peu près 3 000, 5 000 étudiants, 2 garçons, 0 fille. Et vous savez ce que ça m'a fait comprendre? Ça m'a fait comprendre une chose. Les jeunes aujourd'hui veulent la parole. Les jeunes aujourd'hui veulent une position. Mais on ne la donne pas. Elle s'arrache. Vous n'allez pas tout le temps parler derrière. Vous êtes un militant aujourd'hui. Vous parlez, vous êtes costaud, vous êtes un jeune aujourd'hui. Vous êtes un leader. Mais une fois que nous, les jeunes, là, on va se mettre derrière vous. Après, on va venir, peut-être 1-2 mallettes, c'est fini, il a changé d'avis. C'est justement ça le problème des jeunes. Cette cupidité juvénile. Et je me rappuie là-dessus pour dire qu'aujourd'hui, avant, on avait ces jeunes leaders. Vous voyez, un jeune étudiant, il est très costaud à l'université. C'est lui qui va changer le pays. C'est lui qui va changer les choses. Mais une fois qu'il arrive, une fois qu'il parvient à avoir une certaine position en politique, il tourne le dos. Tourne le dos, il laisse complètement tout. Et c'est ça le problème aujourd'hui des jeunes. Vous comprenez? Oui, j'entends bien. Je comprends parfaitement votre position et par ailleurs, si vous permettez, je réponds aussi à la question. On vous écoute. En fait, ce qu'elle disait est fondamental, mais là, je dirais que beaucoup s'engagent en politique sans avoir une culture politique. C'est-à-dire, c'est forger eux-mêmes leurs convictions. Parce que lorsque l'on s'engage en suivant un leader, en suivant un certain financement, ou bien parce qu'on vient à peine de finir ses études et qu'on peine à trouver un emploi, du coup, on va vers le premier qui sera à même de nous l'offrir, d'emblée, on s'approprie ses convictions à lui, sa prise de position. Quoi qu'il fasse, nous sommes d'accord. On est d'emblée soumis, en fait. Vous savez, on ne fait pas, quelqu'un disait, on ne fait pas de la politique les poches vides. Quelqu'un qui a fait de la politique avec des poches vides, il sera facilement corruptible. Quelqu'un disait, tout homme est corruptible, il suffit de trouver le moyen. Mais je vous assure que quelqu'un qui n'a rien, il est très facilement corruptible. Donc, c'est déjà commencer par avoir une culture politique, donc s'imprégner de la sphère politique. Comment ça se passe au niveau du Gabon? Quelle est l'histoire même politique du Gabon? On a Charles Blé Goudé et Guillaume Soro qui sont justement 2 exemples dans ce cas. Quelle est l'histoire politique du Gabon? Comment fonctionne même la sphère politique du Gabon? Quel est le climat socio-politique du Gabon? En fait, voilà autant de choses sur lesquelles les jeunes doivent s'interroger avant une éventuelle adhésion politique. Aujourd'hui, beaucoup, ils ont comme ça, soit par suivisme, soit parce qu'on a besoin de ça, et on a la promesse qu'en entrant, on aura tel élément. Aujourd'hui, on a des grands partis, en fait, une fois à l'intérieur, mais tout coule bien. Mais comment ne pas être soumis dans ces cas-là? Monsieur Dave Essonga. Oui. Ah oui, terminé, excusez-moi. Donc, pour finir, la conviction vient de ce que l'on se sera donné comme valeur, comme principe, comme fondamentaux. Et ces fondamentaux-là viennent en s'imprégnant même de l'histoire politique du Gabon, en se faisant une culture, en comprenant comment ça fonctionne et en cherchant l'harmonie entre ce qui est proposé et ce que nous défendons. Donc, on ne va pas dans un parti politique parce que je vais adhérer, parce qu'il fonctionne bien, parce que le président, le leader, il est charismatique. Non. Avant d'entrer dans un parti politique, il faut s'imprégner de la chose. Qu'est-ce que le parti propose? Qu'est-ce qu'il défend? Quelles sont ses idées? Qu'est-ce qu'il propose par rapport à telle question? Sur l'éducation, il propose quoi? Côté social, qu'est-ce qu'il propose? Voilà autant de questions qu'il faut chercher à savoir. Si vous me permettez, je trouve idéaliste ce que vous êtes en train de dire. Je vais finir. Si vous me permettez. Je vais finir. Juste 2 secondes. Vous aurez le temps de rebondir. Vous allez rebondir. Dans les partis politiques, il y a une vacance d'idéologie. Vous allez Comment faire rebondir. dans ce cas d'espèce? Vous allez rebondir. Permettez que je finisse. Lorsque vous parlez, je n'ai pas intervenu. Permettez que je finisse, s'il vous plaît. Souffrez de m'écouter. Donc, je disais tantôt, lorsqu'on a pas ces convictions-là, en fait, avant d'aller vers un parti politique, on doit avoir soi-même ses convictions. Pour en fait faire je veux dire, aller faire un matching, donc faire un rapport entre ce que nous on défend et ce que le parti propose. Est-ce que ce qu'il propose, bien que n'étant pas à 100% avec ce que moi je défends, me permettent moi de m'inverser dans ce parti en toute honnêteté et de façon, je veux dire, définitive. Donc, c'est dire qu'aujourd'hui, beaucoup, je le dis bien, et je pèse mes mots, beaucoup de jeunes vont en politique sans avoir eux-mêmes des convictions politiques, des valeurs même politiques. Qu'est-ce qu'ils défendent? Qu'est-ce que je défends en tant qu'individu?
Au-delà du fait que je sois dans un parti politique, qu'est-ce que moi je défends en tant qu'individu? Qu'est-ce que le leader lui défend en tant qu'individu? Et on l'a bien compris. Voilà un ensemble d'éléments en fait, qui permettra à quelqu'un de s'engager de façon objective. Mais non, pour les partis qui manquent d'idéologie, mais franchement, comment un parti manquerait d'idéologie? Moi personnellement, je n'irais pas m'engager dans un parti qui manque d'idéologie. Ça montre déjà l'amateurisme même du parti, le manque de volonté de bien faire. Parce qu'un parti doit être régulièrement constitué. Et là, je salue même la décision de Talon au Bénin qui a pris l'engagement de fermer certains partis. Parce qu'un parti doit être correctement constitué. Je le dis bien, on ne doit pas, en fait, aujourd'hui, en fait c'est ça, il faudrait, moi je le dis bien, si on veut bien faire les choses, si on veut exiger que en haut les choses soient bien faites, il faut qu'en bas aussi les choses soient également bien faites. Pour moi, un parti qui se respecte ne devrait pas être sans idéologie, sincèrement. Alors, Monsieur Makita, votre temps de parole est compris entre l'intervalle 0 à 20 secondes fermées. L'engagement des jeunes africains dans la politique, conviction ou soumission? Je crois qu'aujourd'hui, l'engagement des jeunes dans la politique peut être une conviction. Une conviction, pourquoi? Parce que les jeunes veulent s'affirmer. Les jeunes veulent apporter leur pierre au changement de la cité. Les jeunes veulent plus que ceux qui se trouvent aujourd'hui dans le politique. Le jeune veut changer les choses. Le jeune veut apporter un son neuf pour la construction de la société. Alors, Monsieur Makita, pendant que vous parlez, j'étais en souffrance parce que mon réalisateur me fait signe que Marvin, le temps est passé. Donc, Marvin, on a un invité que je t'ai ramené. Comme d'habitude, j'aime chercher. Donc, sur le plateau, on va accueillir Monsieur Geoffrey Mayossa, entrepreneur gabonais. On va au Ghana avec lui. Ah, d'accord, en voyage. Dans notre rubrique Les mots d'ailleurs. Les mots d'ailleurs. Bienvenue au Ghana. Merci. Alors, est-ce que l'un d'entre vous connaît la langue le tui? Tui, non. J'en ai entendu parler. J'en ai entendu parler. C'est génial parce que c'est là où on va. Malheureusement, Monsieur Geoffrey Mayossa n'a pas pu être présent pour notre émission. Les hommes d'affaires, c'est occupé, ça a beaucoup de responsabilités. Donc, messieurs, je vous laisse au Ghana. Maroussia, on commence par qui là? Alors, on va faire le tour de table par le premier étudiant. Monsieur Dev, après vous. Ça arrive là-bas. Regardez par là-bas. Amanmo, Tumi, Ama, Nimpan Tumi, Ninso, Sona, Ave, Hian Nimpan, Afore. Amanwa, Tumi, et Ma, Nimpa Tumi, Ninso, Sona Afe, Nia, Nimpa, Aforet. Mais voilà, on avait compris. Alors, Monsieur Grévis, je vous laisse la parole. Amanmuo, Tumi, Aemanipa, Tumi, Ipso, Sona Afei, et Yanipa, Aforeb. Alors Maroussia, ici tu t'essayes toi-même. Oh là là. Déjà, excusez-moi. Hein? Donc, ça donne ça. Amanu, Tumi, Ama, Mimpa, Tumi, Minso, Sona, Afe, Mimpa, Afwebe. Le pouvoir politique enivre et exige beaucoup de sacrifices humains pour les Africains, disait Sintunu Mayombo. Que Dieu bénisse les peuples africains. Forum Ado, c'est terminé pour aujourd'hui. Un seul numéro, plus 241 02 811 496. À très bientôt pour un prochain numéro.